Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast holistique qui cultive la sérénité alimentaire. Je suis Alizée Perrin, sophrologue certifiée spécialisée dans les compulsions et je vous aide à vous réconcilier avec la nourriture et votre corps. Et bienvenue dans ce nouvel épisode avec moi. J'accueille aujourd'hui une invitée qui est diététicienne qui s'appelle Ilona Vallée. Merci beaucoup Ilona d'être là. Merci à toi pour l'invitation. Alors aujourd'hui, on va parler de l'hyperphagie. Qu'est-ce que l'hyperphagie? Comment en sortir? Et tu vas apporter ton point de vue là-dessus parce que j'ai pas mal de questions intéressantes à te poser. Mais d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Qui es-tu? Quel est ton métier et ton approche? Quelles sont les personnes que tu accompagnes? Moi, du coup, comme tu l'as dit, je suis diététicienne nutritionniste depuis à peine 1 an et j'exerce du coup en libéral. Je me suis spécialisée à 100% quasiment sur la prise en soin des personnes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires. Ça recouvre un large panel quand même de profils différents et de problématiques différentes. Simplement, les personnes qui sont en souffrance avec leur alimentation, tant dans le contenu de l'assiette que dans le rapport à l'alimentation. Donc globalement, c'est ça. Évidemment, je prends en charge des personnes qui souffrent d'anorexie, boulimie, hyperphagie. Je fais des consultations à distance et voilà. D'accord. Ok, et justement, tu as un compte Instagram qui est assez développé, où tu postes pas mal de choses intéressantes. Et justement, en fait, dans une de tes vidéos, tu disais, il y a des phrases en tant que diététicienne qui me paraissent absurdes, enfin, qui m'énervent un peu. Et j'ai fait exprès justement de mettre une de ces phrases dans le titre du podcast, parce que j'aime bien jouer avec les titres. Et donc, voilà, la phrase «je mange trop», pour toi, ça veut pas dire grand-chose. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Ouais, alors c'est vrai que ça, en consultation, c'est quelque chose que j'entends beaucoup et c'est quelque chose que j'entends dans plein de profils différents. Pas que des personnes qui souffrent de boulimie, de compulsion alimentaire ou de surpoids obésité, des fois même des personnes qui sont en sous-alimentation, dénutrition, anorexie, me diront je mange trop. Et pour moi, ça ne veut rien dire parce que je ne sais pas concrètement ce que la personne a mangé quand elle me dit je mange trop. Je mange trop par rapport à quoi? Par rapport à quand? Par rapport à qui? Est-ce que c'est trop par rapport à des besoins, à des sensations ou par rapport à des concepts, par rapport à des portions qu'on s'est imaginées? Est-ce que c'est trop par rapport à la veille? En fait, c'est assez flou pour moi quand j'entends ça et en plus, c'est très connoté négativement. Je trouve qu'il y a une grosse différence entre se dire: «Je mange trop» et juste: «J'ai beaucoup mangé». Quand je me dis que je mange trop, forcément, j'ai dépassé une limite X ou Y avec la nourriture, alors que quand j'ai l'impression juste que j'ai mangé beaucoup, il y a pas de jugement là derrière. C'est juste j'ai mangé beaucoup et voilà. Il y a pas eu de trop ou de pas assez, juste j'ai mangé beaucoup et voilà quoi. Ah ouais, j'aime bien effectivement la différence entre manger beaucoup, manger trop. C'est à chaque fois, je le dis, je crois, dans chaque épisode, le vocabulaire, et avec mes clientes d'ailleurs, le vocabulaire qu'on emploie, les mots qu'on emploie, ils sont très importants. Et justement, voilà, on va parler de la nuance derrière ce trop, ce beaucoup, enfin, voilà, parce qu'il y a énormément de nuances et il y a un contexte, comme tu disais aussi. Et puis, c'est important de bien comprendre ce dont on souffre. Je pense voilà, pour les personnes qui ont une relation compliquée à l'alimentation, de mettre les bons mots sur ce qui se passe pour avoir un point de départ. Et trouver le bon accompagnement aussi, je pense, tu vois. Je pense que parmi les personnes qui nous écoutent, il y en a plein qui se retrouvent dans ce terme de trop manger avec des guillemets, hein, des gros guillemets autour. Du coup, on va parler aussi de ça. Et je trouve qu'il y a une confusion autour du terme hyperphagie parce qu'apparemment ça englobe plusieurs choses. En fait, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que l'hyperphagie? C'est vrai que c'est un peu un nouveau, terme qu'on n'employait pas il y a 5, 6, même 10 années. On parlait pas vraiment d'hyperphagie. Il y avait vraiment on parlait d'anorexie, de boulimie et l'hyperphagie, c'est venu un peu après. C'est que depuis la dernière version du DSM, donc la classification, des troubles, mentaux, internationale, que l'hyperphagie est apparue. Avant, ça n'existait pas. C'était pas du tout une maladie, qui était, répertoriée dans ces critères. Hem Finalement, on parle à la fois d'hyperphagie et aussi des fois d'hyperphagie boulimique. C'est la même chose. C'est la même chose d'hyperphagie et d'hyperphagie boulimique. Après, hyperphagie boulimique et boulimie, ce n'est pas la même chose. Donc, il y a des différences surtout entre ça. Finalement, pourquoi on dit hyperphagie boulimique plutôt qu'hyperphagie? Je ne sais pas. Peut-être pour compliquer quelque chose qui n'aurait pas lieu d'être, de base. Quand on parle d'hyperphagie,
on parle finalement d'épisodes de compulsion alimentaire. Compulsion alimentaire, vraiment, dans la définition, c'est simplement le fait de manger une quantité de nourriture importante, généralement assez vite, en ayant un sentiment de perte de contrôle. Et c'est vraiment ce sentiment de perte de contrôle qui catégorise la compulsion. Donc, dans l'hyperphagie, il y a ça et il y a d'autres critères. D'autres critères qui viennent entourer la compulsion, notamment le fait de vraiment manger plus de nourriture que ce que des personnes n'ayant pas de TCA pourraient le faire dans les mêmes conditions et dans ce laps de temps. Il y a aussi potentiellement la détresse associée à cette prise alimentaire, l'absence de comportement compensatoire. Et c'est ça qui vient faire la grosse différence avec la boulimie aussi. Donc pas forcément de vomissement, de prise de laxative, de jeûne prolongé ou d'activité physique intensive. Et dans les critères de l'hyperphagie, on dénombre aussi 3 aspects parmi le fait de manger très rapidement, parmi le fait de manger seul par peur du regard des autres, de manger jusqu'à ressentir l'inconfort physique, de manger sans avoir la faim physique avant, et après de se sentir vraiment très, très mal et beaucoup culpabilisé après. Donc ça, c'est en gros l'hyperphagie. Après, on peut différencier aussi ça des compulsions alimentaires. Il n'y a pas des grosses, grosses, grosses différences. Finalement, l'hyperphagie, on va dire que c'est un tableau global qui inclut des compulsions. Et il peut y avoir des fois des personnes qui ont des compulsions sans forcément rentrer dans les critères de l'hyperphagie. Globalement, ce qu'on voit de plus en plus avec les TCA, c'est qu'il y a énormément de formes atypiques, sous-cliniques, qui rentrent pas dans les critères, pour autant qui entraînent les mêmes détresses et qui sont à prendre en charge avant qu'on rentre dans un TCA vraiment beaucoup plus sévère. C'est comme ça. C'est très intéressant ce que tu dis, que en fait les troubles alimentaires, ça finalement on se rend compte qu'il y a plein de nuances et que c'est presque au cas par cas finalement. Et on a essayé de, voilà, de labelliser un peu, de faire rentrer, comme tu dis, dans des critères certains comportements pour mettre une étiquette, pour s'y retrouver aussi un petit peu et pour, comme je disais, voilà, pour essayer de mettre des mots sur, sur un comportement alimentaire qu'on a et qui nous fait souffrir finalement. C'est vrai qu'en général, on aime avoir des critères pour trouver un diagnostic parce que généralement, on associe un traitement, une thérapie à un diagnostic. Et tant qu'on n'a pas de diagnostic, on n'a pas de traitement. C'est aussi pour ça qu'il y a ces critères et puis ces grandes familles de TCA. C'est rassurant pour savoir un peu vers où aller dans le traitement. Après, globalement, ce qu'on voit aussi, c'est que dans les TCA, il y a des choses qui se retrouvent quand même dans les traitements, dans les problématiques entre une personne qui souffre d'anorexie et une personne qui souffre de boulimie. Il y a des peurs qui se rassemblent, il y a des comportements qui se ressemblent, et le traitement n'est pas forcément le même, mais l'approche n'est pas non plus radicalement différente. D'accord. Ok. Ouais, c'est intéressant et je me demande aussi, tu vois, si c'est pas à cause, enfin, si c'est pas pour ça que, tu vois, les personnes qui sont dans le cas des compulsions mais qui rentrent pas vraiment dans les critères de l'hyperphagie, elles ont du mal à trouver un accompagnement adapté parce qu'en fait, pour cette raison-là, mais pour plein d'autres raisons aussi, hein, le fait qu'il y a des comportements qui sont banalisés, etc., le fait que c'est quelque chose de honteux, mais aussi parce que ça rentre pas dans le critère, voilà, hyperphagie boulimique. Enfin, pour ma part, j'ai vécu les deux. Cette hyperphagie boulimique vraiment très intense, enfin avec des crises, avec des grosses quantités, etc. Où vraiment je mangeais très vite et je perdais vraiment le contrôle. Et les compulsions où c'est des quantités moindres, mais c'est quand même en cachette, donc c'est... Et là tu te Ouais. dis, est-ce que j'ai vraiment encore un problème? Est-ce que c'est... Voilà, c'est un peu compliqué, je trouve. Ouais, ouais, bah il y a beaucoup de personnes moi qui viennent me voir en me disant bah je sais pas trop ce que j'ai, je sais pas trop de quoi je souffre, mais voilà, j'ai des prises alimentaires compulsives et ce qui revient souvent, c'est la notion de perte de contrôle et culpabilité. Je pense qu'à partir du moment où il y a vraiment ces deux éléments, on peut considérer quand même qu'il y a une relation assez conflictuelle avec la nourriture. Et je pense que ce qui est important quand même à dire aux gens, c'est que à partir du moment où il y a vraiment ce conflit avec la nourriture, les pertes de contrôle, la culpabilité, aussi souvent un peu les pensées obsessionnelles avec la nourriture, il n'y a pas besoin d'attendre que ça s'empire pour aller consulter. Parce que après, plus le trouble du comportement alimentaire se chronicise, plus c'est compliqué parce qu'après on rentre aussi dans des schémas d'habitude et là après ça demande plus de temps pour s'en sortir. Donc rien n'est jamais perdu, mais il vaut quand même mieux demander de l'aide
au début, plutôt que d'attendre et de se dire non, c'est rien, ça va aller. Pareil, on n'est pas dans la dramatisation, puis se dire que voilà, quand on mange une demi-baguette de pain, c'est un drame et qu'il faut tout de suite consulter. Mais quand ça arrive souvent, que c'est associé à une détresse psychologique, à une baisse de l'estime de soi, à une augmentation des pensées envers la nourriture, il vaut mieux aller voir quelqu'un, en parler. Déjà, ça fait du bien d'en parler avec quelqu'un qui peut nous comprendre, mettre des mots là-dessus, et puis juste se rassurer que voilà, tout va bien, puis on va faire un petit travail sur les croyances éventuellement et le rapport à l'alimentation. C'est hyper important en fait ce que tu dis de voilà de pas minimiser, d'en parler dès qu'on sent que en fait il y a un rapport négatif à la nourriture et effectivement on n'a pas forcément besoin d'être dans un extrême comme l'anorexie ou la boulimie, on peut être dans un extrême pour aller consulter et se faire aider et voilà parce que j'en parlais dans un autre épisode et puis sur mon compte tu me diras si tu es d'accord avec avec ça, mais les TCA pour moi c'est un Mm. spectre et c'était pas obligé d'être au bout du spectre, dans la partie la plus extrême, pour être légitime à en parler, etc. quoi. Ouais. C'est clair, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être dans un extrême pour demander de l'aide, pour en parler ou pour être en souffrance. Après, je pense que voilà, il y a toujours une nuance à apporter et aussi à désacraliser cette vision de l'alimentation libre et sereine. Moi aussi, c'est un peu un combat que j'ai là au fil du temps, à ne pas non plus avoir cette vision trop parfaite du comportement alimentaire libre et serein. Une personne qui n'a pas de trouble alimentaire peut aussi des fois culpabiliser un peu de manger, elle peut manger au-delà de ses besoins. On peut avoir toutes ces petites pensées un peu de contrôle, de culpabilité, c'est ok, on n'est pas là pour être parfait. Donc il y a toujours cette nuance entre je souffre de mon rapport à l'alimentation et de mon alimentation et juste ça va. Puis des fois j'ai eu des petites pensées de culpabilité, mais je suis vite passée à autre chose quoi. Il y a des nuances à apporter, on est toujours entre je dramatise pas mais je minimise pas non plus. C'est quand ça devient dysfonctionnel et que ça impacte le quotidien que là, il faut peut-être en parler. Ça me fait penser au sujet, par exemple, de l'alimentation dite émotionnelle. Ça arrive à tout le monde de manger pour se réconforter ou pour se stimuler d'ailleurs, ou pour prolonger quelque chose d'un événement heureux par exemple. Et par contre, il y a une part en tout cas de personnes pour qui ça va être une souffrance parce que c'est une alimentation émotionnelle dysfonctionnelle et où là, ben c'est tous les jours et puis ça devient une source d'angoisse, de culpabilité. Oui, bah c'est pareil en effet avec les émotions. On peut tout à fait manger pour gérer une émotion, pour réguler une émotion. De toute façon, moi je dis quand même très souvent en consultation que chercher à défaire le lien entre émotion et alimentation, c'est impossible, c'est voué à l'échec, on ne peut pas. Donc si on part dans cette direction-là, on part sur quelque chose qui n'est pas possible. Les émotions, je pense qu'on a souvent tendance à les voir comme quelque chose qui veut nous nuire, alors que c'est tellement l'inverse. Et en effet, on peut tomber dans une alimentation émotionnelle dysfonctionnelle quand c'est tout le temps l'alimentation qui vient apporter une solution aux émotions, quand l'envie de manger émotionnelle, elle est vraiment très intense, qu'elle est irrépressible, quand ça apporte une souffrance aussi. Quand finalement, ce qu'on voulait de base, c'était se sentir mieux, puis qu'on se sent moins bien en ayant mangé, bah là, c'est aussi un signe. Et quelque chose de très important aussi, c'est quand l'acte alimentaire nous fait ne pas prendre en compte le besoin qui venait s'exprimer avec l'émotion. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'important. On a trop souvent tendance à vouloir vite passer à autre chose quand on ressent une émotion. Et l'alimentation, ça peut être très, très, très efficace pour ça. Sauf que du coup, si on passe tout le temps à côté de l'émotion, on passe tout le temps à côté du message. Et ça, c'est le plus grave, entre guillemets. Ok, ouais, je suis alignée avec ça parce que les émotions, bah, elles sont là et quand elles sont là, en fait, on n'a pas le choix. Elles doivent s'exprimer et elles s'expriment beaucoup d'ailleurs par le corps. Mais comme tu disais aussi, bah, la nourriture, comme dans notre société globalement, c'est quand même très accessible, très facile. C'est un truc un peu, voilà, c'est immédiat en fait. C'est ça, c'est ce côté immédiat. Quand on a du mal à gérer, effectivement, ouais, c'est un peu le doudou, la solution. Ouais. Mais c'est ok, mais comme on le disait, voilà, c'est quand ça devient une source de souffrance que c'est pas ok. Oui, en effet. Et puis je pense que c'est quand même important de préciser que pour des personnes qui sont en restriction alimentaire, l'alimentation a un truc en plus d'un point de vue émotionnel que des personnes qui n'ont pas du tout de restriction. Manger, ça a plus du tout la même signification d'un point de vue émotionnel quand on est en restriction alimentaire que quand on ne l'est pas. Donc je pense aussi qu'il faut beaucoup se déculpabiliser d'avoir des compulsions émotionnelles, si on peut dire ça comme ça, quand on est en restriction alimentaire parce que quand on est en restriction alimentaire, de toute façon, on part d'un socle qui est un peu bancal. Donc,
Donc voilà, il faut aussi un peu moins s'en vouloir. D'accord. Ok. Et ça me fait penser justement, tu vois, quand on parle de, voilà, de ça, d'alimentation émotionnelle et de culpabilité, en fait, ça me fait penser aussi à ce cas que j'entends très souvent de personnes qui ont des compulsions, mais en fin de repas. C'est-à-dire pour qui le repas, du soir notamment, se transforme en compulsion. Et je voulais te poser la question sur ça. Est-ce que tu as des pistes par rapport à ça? Qu'est-ce que c'est en fait? Comment on en sort? Bah, alors, il y a plein d'explications qui peuvent éclairer ce genre de situation. Déjà, je pense que c'est hyper important d'avoir conscience que globalement, le comportement alimentaire de fin de journée est souvent lié aux apports alimentaires du début de journée. Et ça, on le voit très souvent. La majorité des compulsions alimentaires, des grignotages, des crises de boulimie se passent en fin de journée. Et c'est pas anodin par rapport aux choix alimentaires qui ont été faits dans le début de journée. Donc ça, moi, c'est quelque chose que je vois beaucoup en consultation et on essaye de travailler là-dessus. Après, je pense, mais après, tu viendras peut-être confirmer ça aussi par rapport à tes connaissances par rapport aux émotions. On a quand même une tolérance émotionnelle, on va dire, différente en fin de journée par rapport au début de journée. On a quand même cette tolérance à l'inconfort émotionnel, au stress, à la fatigue, qui est pas pareil en fin de journée qu'en début de journée. Donc potentiellement, si on avait beaucoup de volonté, de motivation en début de journée, qu'on arrivait facilement à faire face à des décisions en début de journée, en fin de journée, c'est pas la même généralement. Oui, non, mais c'est clair que la fin de journée, c'est vrai que en général, je n'ai jamais vu une personne qui, pour l'instant, qui avait des compulsions dès le matin au réveil, etc. Et si on résume bien, enfin, si on résume le truc, c'est que ouais, il y a deux facteurs qui jouent là-dessus. Ce que je vois le plus souvent, c'est bah, la journée, j'ai fait super attention à ce que je mange, je suis en restriction, je réduis les portions, je m'interdis certains aliments, etc. Donc la fin de la journée, c'est un peu l'explosion de la cocotte minute. J'ai fait une bonne journée, donc je craque, ou alors parce que justement, je me suis restreint, je craque. Et deuxième facteur, ouais, effectivement, comme tu en parlais, c'est cet effet aussi avec les émotions. On n'a pas la même façon, peut-être la même perception des choses en début de journée, pas la même capacité émotionnelle, effectivement. Surtout, je vois beaucoup de personnes, en fait, qui, pendant la journée, n'ont aucun moyen de décompression, rien, aucune bulle pour laisser l'émotion s'exprimer. Et Ouais. justement, ça s'exprime beaucoup en fin de journée par les crises avec des aliments, ouais, des aliments réconfort, souvent des aliments liés à l'enfance. D'ailleurs, je vois beaucoup des trucs comme ça. C'est effectivement, encore une fois, pas anodin. Ouais, non, c'est vrai, je suis plutôt d'accord avec ça. Après, dans les TCA quand même assez sévères, il y a des fois des épisodes de compulsion le matin, souvent qui sont liés à des restrictions la veille. Donc finalement, on est toujours un peu dans un cercle vicieux. Après, par rapport au fait de ce truc de manger trop au cours du repas et notamment à la fin du repas, ça a vraiment un nom. On appelle ça de l'hyperphagie prandiale. Voilà, c'est le nom qu'on a mis dessus. En fait, c'est vraiment le terme qu'on met derrière je mange trop quand vraiment il y a une quantité en trop. Quand vraiment on mange trop par rapport aux besoins de son corps, par rapport à ses sensations physiques, digestives, quand on va au-delà, là, ok, on est dans le je mange trop. Il y a plein d'explications, en effet. Il peut y avoir notamment l'attente qu'il y a eu avant la prise alimentaire. Si vraiment on attend trop, on repousse trop le moment de manger, bah là, ça va être difficile de s'écouter pendant le repas et on va manger vite, rarement en étant présent au repas. Et on peut louper un peu le moment où ça aurait été adapté de s'arrêter de manger. Après, c'est jamais un drame en soi de louper ce moment. Si ça arrive de temps en temps, c'est pas un drame, encore une fois. Mais quand on parle d'hyperphagie prandiale, c'est que ça arrive souvent, voire quasi tout le temps. Il y a ce truc-là d'impulsivité un peu alimentaire et quelque chose aussi qui explique souvent la surconsommation alimentaire, donc hyperphagie prandiale, c'est le fait d'avoir un rassasiement qui est retardé. C'est quand j'ai besoin de plus pour me sentir rassasiée. C'est quand en fait la portion un peu classique, elle ne suffit pas pour que ma tête, elle me dise, ok, c'est bon, j'ai eu ma dose. Le corps va dire, ok, mais la tête ne va pas suivre. Et ce rassasiement retardé, c'est généralement l'expression des restrictions cognitives, physiques, toutes les restrictions en fait qui impliquent qu'au bout d'un moment, on peut plus se contenter juste de la portion normale. On a besoin de plus et on est un peu toujours insatisfait de la portion alimentaire qu'on a eue. On va toujours en vouloir plus, atteindre ce fameux plaisir qu'on est venu chercher puis qu'on n'a pas réussi à avoir. Il peut y avoir plein de choses, hein. Puis, typiquement, je fais souvent aussi la métaphore de la restriction cognitive comme si c'était quelqu'un qui était là assis
à côté de nous pendant le repas, puis qui nous criait dessus, qui nous disait que ce qu'on fait, c'est pas bien, bah, c'est difficile d'apprécier le repas et de se dire, ok, c'était cool, j'ai eu ce que je voulais avec ce repas, quand il y a cette personne-là à côté de nous qui nous crie dessus, et en fait, on n'est pas en paix pendant qu'on mange. Donc, c'est beaucoup plus difficile de s'écouter, de se sentir rassasié et satisfait quand il y a toutes ces pensées, toutes ces peurs, toutes ces croyances, toutes ces appréhensions. Donc, ça, c'est quelque chose qui joue beaucoup, mais il y a tellement d'explications possibles que l'objectif, c'est de creuser. Puis finalement, il y a rarement une seule explication. Souvent, on est dans un package un peu complet de tout ça, les émotions, les restrictions, l'impulsivité, le manque de satisfaction, tout ça qui fait un peu un cocktail de il m'en faut plus pour être calé, quoi. Hmm. C'est hyper intéressant parce que globalement, quand même, ce qu'on peut voir dans tout ça, c'est que c'est ces moments où on dépasse nos besoins. Enfin, pour une personne qui souffre d'hyperphagie prandiale, une personne qui fait des compulsions, qui souffre d'hyperphagie boulimique, enfin, on a un peu défini tout ça, finalement, là, au cours de cet épisode. Et ça, c'est finalement surtout dû à des besoins non comblés. Et Mm. après, bon, bah, chaque personne a ses spécificités, ses restrictions qui lui sont propres, ça dépend de comment elle s'est construite, des besoins émotionnels aussi non comblés, enfin, et puis plein d'autres choses, ça va toucher plein de domaines du quotidien. Et bon, bah, du coup, c'est pour ça aussi que l'accompagnement, il est essentiel pour aller bien creuser tout ça avec la bonne personne, et parce que chaque personne est différente, et voilà. Ouais, c'est clair, mais cette notion de besoin non comblé, c'est vrai qu'elle est hyper importante parce que je pense que c'est très bien de se dire qu'on a de la volonté pour certaines choses dans la vie, qu'on a des objectifs, mais tant qu'on ne répond pas à nos besoins, ils vont forcément s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Cette notion de contrôle, je pense que c'est vraiment important de la remettre dans son contexte. Il y a plein de choses dans lesquelles on n'a pas de contrôle et nos besoins vont toujours forcément reprendre le dessus. Et en fait, on est vraiment tout petit par rapport à nos besoins. Faut rester vraiment très humble, je pense, par rapport à tous ces besoins. Et ce qu'on peut faire de mieux, c'est juste de s'adapter à nos besoins en fonction du contexte dans lequel on est, de l'environnement dans lequel on est. Et ça reste quand même ce qu'on peut faire de mieux. Totalement, ouais, totalement aligné avec toi là-dessus. Et je pense que ça va vraiment permettre voilà, aux personnes qui nous écoutent peut-être eh bien, de commencer à s'apaiser, de commencer à prendre des actions par rapport à ça. Justement, j'allais te demander que faire quand on pense souffrir d'hyperphagie, qui consulter, que faire en premier. Moi, je dirais que ça peut être intéressant de se tourner vers des personnes qui vraiment sont formées aux troubles des conduites alimentaires. Et ça, en final, ça peut se retrouver chez plein de thérapeutes différents, que ce soit psychologues, sophrologues, diététiciens. C'est les premiers qui me viennent en tête. C'est ceux qu'on recommande le plus souvent. Je dirais que ça n'a pas tant de sens que ça d'aller consulter, par exemple, un psychologue qui ne connaît pas du tout le trouble, alors que ça peut avoir beaucoup d'efficacité de consulter une sophrologue qui connaît le trouble. Donc, au-delà de la profession, je pense que la connaissance des troubles des conduites alimentaires et des compétences émotionnelles prend le dessus sur vraiment le titre de la personne. Je dirais ça, ça peut être éventuellement intéressant de consulter, pourquoi pas, un médecin nutritionniste. Après, je pense que c'est plus des rendez-vous ponctuels, mais c'est vrai qu'au début, ça peut être intéressant pour faire des bilans vraiment sur le côté médical, faire des prises de sang, voir un peu tout ça. C'est quelqu'un aussi qui peut orienter vers des thérapeutes spécialisés, donc ça peut aider. Généralement, c'est quand même quelqu'un qui est un peu au fait des troubles des conduites alimentaires, généralement, même si c'est pas le cas de tout le monde. Mais je pense qu'après, la conduite à tenir, c'est vraiment d'aller consulter des thérapeutes qui sont formés aux troubles alimentaires, qui sont spécialisés là-dedans, et avec qui surtout on accroche bien. Donc c'est aussi en ça que je trouve que les réseaux sociaux, c'est pas mal pour avoir quand même une bonne vision de l'approche de quelqu'un. Les podcasts comme ceux-ci, ça aide beaucoup aussi à voir un peu à qui on va avoir affaire quand on veut consulter quelqu'un, parce que c'est difficile de trouver quelqu'un qui nous correspond. Puis tester des thérapeutes, c'est très bien, mais quand il faut payer chaque personne une fois, ça devient un peu compliqué, on essuie un peu des échecs. Donc je pense que se renseigner sur l'approche de quelqu'un, c'est pas mal. Et échanger éventuellement avec ces thérapeutes un peu en amont, ça peut être intéressant pour s'assurer que la personne pourra nous aider. Je pense qu'il y a quand même très peu de thérapeutes qui sont fermés au fait de discuter un petit peu en amont, que ce soit par mail ou par autre message sur le profil de la personne.
Voilà, généralement, les mails ne sont pas payants, donc voilà, on peut échanger librement aussi avec des personnes dans la limite du raisonnable pour être sûr que ça peut matcher. Je dirais que ça, c'est vraiment la base. Je sais aussi qu'en consultation, il y a pas mal de personnes récemment qui m'ont évoqué le fait de s'intéresser un peu au monde de l'alimentation intuitive, tout ça, ça les a aidés, que ce soit sur Internet, via des livres, sur les réseaux sociaux. Ça les a aidés à faire un premier pas en dehors des restrictions. Après, il y a aussi le côté des personnes qui prennent ça dans l'excès et qui ne comprennent pas vraiment ce monde-là. Je pense que ça peut aider de s'ouvrir au sujet de son côté, si vraiment on n'a pas du tout les moyens de consulter, voilà, de lire quelques livres, de se renseigner via des podcasts, de lire des articles. Ça peut aider. Je pense que ça peut rarement faire du mal à quelqu'un. Et après, évidemment, de consulter quelqu'un avec qui on peut mettre en pratique ce qu'on a vu. Ok, merci pour ta réponse qui je trouve est très rassurante en fait. On a tout à fait le droit de communiquer en amont avec une personne qui semble être apte à nous aider. Enfin, toute personne là qui nous écoute et qui en difficulté avec son alimentation, voilà, vous méritez une personne qui va vous accompagner correctement, qui va correspondre à ce dont vous avez besoin et c'est important effectivement de prendre le temps, de se renseigner avant ça tout type effectivement de thérapeute qui peut être qui est bien formé au TCA, je trouve ça important et qui connaît les limites de son approche d'ailleurs parce que comme tu disais voilà, il y a plusieurs approches, c'est comme on l'a dit dans tout cet épisode là, c'est multifactoriel les compulsions et donc il est logique et normal d'aller voilà, d'avoir plusieurs points de vue là-dessus, plusieurs pratiques qui peuvent être complémentaires les unes des autres. Enfin moi c'est ce que voilà, en tout cas c'est ce que je dis souvent. Ouais, non, mais je suis d'accord avec ça. Et je ferais peut-être aussi un petit point sur le fait de trouver un thérapeute, c'est bien. À ne pas non plus considérer le thérapeute comme le sauveur, comme la personne qui va changer la vie. Des fois, ça arrive, hein, des personnes qui disent, voilà, cette personne a changé ma vie. Voilà, en tant que thérapeute, on est là pour aider, conseiller, orienter, suggérer. Mais sauver, c'est vraiment un terme qui, moi, me dérange parce que la personne qui vient consulter, globalement, nous, on est là pour faire ressortir ses ressources qu'elle a, faire en sorte qu'elle soit autonome face à ses difficultés, qu'elle sache les identifier, trouver l'origine, trouver des solutions adaptées. Et c'est en ça aussi que consiste l'accompagnement. Au début, on peut prendre la main de la personne et après, on essaye quand même de la lâcher pour qu'elle soit de plus en plus autonome. Donc, c'est en ça aussi que des fois, faire des pauses dans les suivis, c'est très adapté. Ça peut aider à avoir beaucoup de prise de conscience, à remettre les choses dans l'ordre dans sa tête et puis à voir dans le concret, au jour le jour, dans le quotidien, comment on peut appliquer tout ce qu'on a vu en séance. Donc, je pense que consulter, c'est bien et puis trouver la bonne personne, c'est bien. Et des fois, faire des pauses pour se retrouver et mettre en application, c'est bien aussi. Je te rejoins aussi totalement là-dessus, et puis je pense qu'il n'y a pas de processus miracle, de méthode miracle, entre guillemets. Et, je trouve intéressant que tu soulignes l'idée de faire des pauses, voilà, de fonctionner un peu par phase, avec différents types d'approches et tout. Voilà, je trouve que c'est effectivement important. Du coup, je pense que notre épisode arrive à sa fin. Ma dernière question pour toi, pour clôturer peut-être cet échange, c'est est-ce qu'il y a un petit conseil ou un message que tu souhaites transmettre aux personnes qui nous écoutent et qui souffrent d'hyperphagie? Je dirais déjà que c'est important de réaliser que la situation qu'on vit actuellement n'est pas éternelle. Rien ne dure, en fait. C'est pas juste en ayant la volonté de s'en sortir qu'on peut le faire, c'est en mettant des actions en place et en mettant des moyens en place qu'on peut s'en sortir, mais c'est tout à fait possible et les souffrances ne durent pas quand on fait en sorte de ne pas les faire durer. Donc voilà, des fois, on peut avoir l'impression que tout va mal quand on souffre de troubles du comportement alimentaire, qu'on est voué à voilà, avoir des compulsions, puis à être presque accro à la nourriture. Ça ne dure pas. Quand on se fait aider, on peut s'en sortir. Et je pense que c'est important quand même de ne pas être dans un état d'esprit défaitiste et sinon, on ne met plus les choses en place pour s'en sortir. Donc voilà, je pense que c'est important d'avoir en tête que les souffrances ne durent pas et qu'on peut vraiment s'en sortir. Ok, merci beaucoup Ilona ouais, pour ce message hyper inspirant, hyper encourageant en fait, je trouve. Merci vraiment à toi et puis c'est sur ces mots, je pense qu'on va clôturer cet épisode. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, si le podcast vous plaît,
N'hésitez pas à lui donner la note de 5 étoiles et à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sous le nom de Encore un pas ou Alizé Perrin sur Instagram. Vous pouvez également retrouver Ilona. Je vous mets le lien vers son compte Instagram dans la description de l'épisode. Si vous souhaitez nous envoyer des petits messages, réagir à l'épisode, si vous avez des questions, nous vous ferons un plaisir de vous répondre. Sachez qu'Ilona et moi-même avons toutes deux un compte Instagram rempli de ressources pour vous aider justement à faire face aux compulsions, à l'hyperphagie, et vous pouvez aller faire un tour sur nos sites web respectifs. On a 2 approches différentes, mais voilà, on peut vous accompagner, donc il ne faut pas hésiter avec ça. Et sur ce, en attendant le prochain épisode, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous.